Je vous propose de poser éventuellement les questions que vous pourriez avoir aux intervenants de la journée, avant que nous fassions un temps de pause, et la conférence donc, de Francis Eustache. Ensuite, nous concluons la journée par une table ronde où je vous propose d'élargir aussi un peu aux intervenants pour qu'on puisse échanger de façon plus générale. Est-ce que quelqu'un donc a des questions ou des remarques, des commentaires, des ajouts sur cette journée? Bonjour, premièrement merci à tous pour ces présentations très riches qui étaient très intéressantes. Je vais revenir sur une question qui concerne plutôt la première partie de la journée. C'est par rapport à l'implantation de l'hôpital de Saint-Lô, et on a parlé aussi de l'hôpital de Reims, pardon. C'est sur la question urbaine en fait de l'implantation de ces hôpitaux. C'est des emblèmes, des institutions dans la ville, et pour autant on a fait le choix de les implanter en dehors de ces centres urbains. Et en même temps, comme Anne-Marie Adams disait, c'est des éléments de contrôle. Comment on peut expliquer aussi, est-ce qu'on pourrait en parler plus de l'implantation du choix de l'implantation de ces hôpitaux en dehors de la ville, du cœur de la ville, voilà. Est-ce que c'est une question politique principalement ou économique ou autre? Alors, est-ce que Camille ou Donato, vous souhaitez répondre? Je réponds très brièvement sur la question de Saint-Lô. Comme vous avez vu, en 45-46, Saint-Lô est une masse de ruines. Et le plan que vous avez visité, probablement le centre-ville avec les remparts, repropose la morphologie d'origine. Il y a un débat sur la localisation de l'hôpital. Et c'est vrai que l'hôpital Dieu, il était intégré à la partie historique. Il a été détruit lors des bombardements. Mais quand on se propose de construire un nouveau hôpital, se pose la question d'avoir un site riche du point de vue du paysage, de la nature et d'un parc. Ce fameux parc de 12 hectares. Et donc, rapidement, il est trouvé ce terrain qui domine un peu la ville, c'est vrai, qui fait que l'hôpital devienne un symbole. Et dans les archives, je n'ai pas trouvé de polémique autour de ça. On peut se poser la question, mais bon, à l'échelle de Saint-Lô, finalement, c'est un site, vous avez vu, 30 minutes à pied, on y arrive. Mais c'est vrai que historiquement, vous posez une bonne question, parce que l'hôpital, il est né historiquement intramuros, jusqu'à la Renaissance et puis ensuite. À l'époque du XVIIIe siècle et puis du XIXe, pour beaucoup de motivations, il est extramuros, il est porté dehors de la ville. Et puis, il y a un mouvement, notamment de la psychiatrie, à l'inverse, c'est-à-dire on rentre intégré avec les dispositifs de santé, avec le tissu urbain. Donc c'est une vieille question très riche aussi de questions liées au foncier, liées à la relation de contrôle, certes, mais aussi de hygiénisme qu'il est posé. Hein, voilà, c'est une riche question, mais pour ce qui concerne Saint-Lô, ça a été presque unanime le choix de ce site, et finalement, me semble assez heureux. À Reims, la réponse est presque identique. Hein. L'hôpital est construit donc à la reconstruction en dehors du centre-ville, reconstruit dans des zones qui ne sont pas encore urbanisées, donc au-delà des faubourgs. Et donc les textes disent clairement qu'on vient implanter l'American Memorial Hospital
à un point culminant en fait de la ville qui vraiment surplombe tous ses alentours. Il y a vraiment cette volonté hygiéniste, aériste de la même façon. Et avec aussi la recherche d'un grand terrain pour construire l'hôpital, qui est en plus en relation avec une cité-jardin qui va pouvoir accueillir les personnes qui vont travailler dans l'hôpital. Donc c'était aussi bien les Américains que les Français, ou c'était une décision de politique française? Voilà, c'était ça aussi, dans l'idée de la coopération américaine-française. Dans le cas de l'American Memorial Hospital, il est situé à un carrefour assez important lorsqu'on accède à la ville. Donc en fait, c'est un site qui est assez visible. Donc il y a une forme de publicité tout de même. Dans le cas de Saint-Lô, je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors, une petite remarque pour compléter, on a vu aussi qui se destine plus aux étudiants donc, du séminaire. On a vu ce matin la vitalité de l'histoire de l'architecture et avec beaucoup de recherches qui sont aussi en cours, work in progress, on a dit, et donc beaucoup d'exemples de cas d'études que je vous engage, dont je vous engage vous emparer pour vos propres travaux de recherche, y compris évidemment des DSA patrimoine, peut-être des sujets d'études passionnants, des cas d'études passionnants. Est-ce qu'il y a une autre remarque, commentaire, question? Tout à l'heure, on parlait de l'effacement progressif des qualités initiales des différents hôpitaux, et j'avais surtout une question concernant la polychromie qui a disparu en fait de tous ces hôpitaux et qu'on commence à réintroduire progressivement. Je voulais savoir si on avait une explication sur cette disparition de la polychromie. Alors, au niveau effectivement de l'effacement de la polychromie par rapport à Beaujon, on a retrouvé des strates et on a effectivement effectué quelques recherches. Toutefois, à l'heure actuelle, l'hôpital Beaujon, dans tous les cas, il est encore en activité. Donc la question, pour le moment en tout cas, ne s'est pas posée de faire un travail de restitution à l'heure actuelle des décors originels. Toutefois, je ne l'ai pas montré aujourd'hui, mais il y a eu tout un travail qui a été effectué par le collectif MAPA sur une restitution des décors originelle de l'hôpital Beaujon, notamment intérieur, puisque chaque étage avait sa couleur. Et donc, on a fait une vidéo immersive pour pouvoir vraiment vérifier tout le travail de polychromie qui avait été fait sur les murs, bien évidemment, vous l'avez vu, au niveau des revêtements de sol également, et au niveau de tout le travail de serrurerie qui était peinte dans une atmosphère que vous avez pu apprécier tout à l'heure. Peut-être une dernière chose, un travail que nous avons fait avec l'assistance publique lors de nos recherches, c'est que nous avons effectué un diagnostic patrimonial d'un étage, le 4e étage notamment. Le 4e étage qui a été en travaux en 2019. Et donc nous nous sommes chargés pendant ce temps de chantier, en fait, de vérifier les éléments originels des lieux. Donc notamment de seconde œuvre qui restait sur place. Donc on a pu relever d'abord et puis après documenter et puis déposer en conservation au maximum les éléments qui étaient encore sur place pour qu'ils puissent être éventuellement restitués ou alors devenir des inspirations ou exposés bien sûr pour conter cette histoire et pouvoir vraiment restituer les décors originels qui ont été très bien soulevés par Elena et Tommaso à l'instant ou par Xavier Dousson tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a eu tout un travail en cours qui nous a semblé extrêmement précieux de profiter des temps de chantier puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, mais on est sur des établissements de soins qui sont en perpétuelle transformation. Et donc la question de l'authenticité, elle est très importante, mais la question de la permanence du soin aussi, elle est extrêmement importante pour des lieux qui ont été imaginés et pensés pour le soin. Donc il y a ce juste équilibre à trouver dans la conservation des lieux de soins et en même temps dans l'amélioration de leur habitabilité, encore une fois. Donc voilà, on essaie d'accompagner aussi les maîtrises d'ouvrage au quotidien parce qu'il faut savoir, et ça a été rappelé à l'instant par Xavier, en fait il y a des
des équipes de maîtrise d'œuvres internes, notamment des directions de l'ingénierie du patrimoine qui sont au sein même des hôpitaux et qui conduisent ces travaux quotidiens au fur et à mesure et qui entretiennent les lieux, etc. Et qui n'ont parfois pas toutes les billes pour pouvoir transformer en conscience, restaurer, voire sauvegarder certains éléments. Voilà. Et puis, bien sûr, comme ça a été rappelé aussi, il y a des éléments qui disparaissent. C'est-à-dire, quand on a fait l'inventaire patrimonial du 4e étage, on a commencé à mettre l'accent sur l'intérêt des poignées de porte qui ont commencé à disparaître. Donc, très vite, on les a déposés en conservation pour l'intégralité. Voilà. Donc là, c'est un témoignage à Beaujon sur le 4e étage, mais j'imagine qu'il y en aura d'autres pour Saint-Lô. Oui, bonjour. Donc, merci pour tous les intervenants. C'était vraiment très riche. En fait, dans la même fibre que la dernière question, c'était pour savoir si il y avait une explication aussi à l'effacement des baies à l'intérieur en second jour sur cette photo qui était assez marquante, je trouve, entre le couloir avec les nouvelles menuiseries et les portes jaunes, d'un jaune vif, et avant, en fait, cette couleur un peu rose, plus douce. Et aussi, donc, ces fenêtres, est-ce qu'il y avait, en fait, des problématiques d'intimité ou de... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Est-ce que c'était une demande des patients récurrente ou je sais pas? Voilà, merci. Alors... Donc, je me relève, pardon. Du coup, par rapport à cette question, effectivement, donc, tout le travail de huisserie intérieure est extrêmement présente sur l'hôpital Beaujon, mais on a pu le voir qu'à Reims, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les dispositifs qui sont mis en place pour la surveillance participent au confort plus effectivement du personnel soignant et également aussi au niveau du confort lumineux, c'est-à-dire que dans les espaces de circulation centraux, ils n'ont pas forcément de lumière naturelle malgré aux deux extrémités, mais c'est à plus de 160 mètres. Et donc, il y a des dispositifs de transparence nord-sud qui sont mis en place et qui offrent ces lumières naturelles. Effectivement, c'était des baies fixes vitrées qui permettaient tout de suite une vigilance optimale. Toutefois, effectivement, ce n'était pas forcément pour l'intimité des patients. Il faut savoir aussi, et ça c'est très important, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais que dans les années 30, on était avec des dortoirs et quelques chambres individuelles, des dortoirs de 14 à 16 lits dans les peignes. Et au fur et à mesure du XXe siècle, notamment avec la politique d'humanisation à partir des années 60-70, etc., on est passé, et Beaujon, notamment le 4e étage, en faisant toute l'anamnèse de cet étage, c'est-à-dire qu'on a été plus loin dans cet étage qu'ailleurs dans l'analyse de l'hôpital Beaujon, on a pu constater que c'était un reflet de l'évolution des politiques hospitalières et de cette politique d'humanisation. On a des chambres, on passe des dortoirs à 14-16 lits, à des chambres à 4 lits, puis des chambres à 2 lits, puis des chambres individuelles, et puis des chambres individuelles avec des salles de bain privatives, etc., etc. Et donc, effectivement, tout évolue, tout change et tout est mouvant. Voilà. Et il y avait des qualités spatiales dans ces dortoirs assez incroyables. Hein, vous l'avez vu, les photos sont absolument... Et puis, une qualité lumineuse, tout était pensé pour une ventilation, la sécurité des patients, c'est-à-dire qu'on avait aussi des fenêtres à souffler qui permettaient de ventiler en étant en toute sécurité malgré tout. Alors, voilà, tout ça avait été mis en place. Et puis, petit à petit, effectivement, ça s'est perdu. Mais en même temps, le confort des patients avec les chambres individuelles a été quand même optimisé. Voilà, donc tout cet équilibre est encore une fois à trouver dans chaque situation. J'espère que je réponds à votre question. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces prises de parole vraiment intéressantes. Je voulais encore une fois retourner sur l'hôpital de Saint-Lô. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage au milieu du bâtiment, alors autour du noyau? Pourquoi pas simplement construire une barre? Nelson ne voulait pas construire des barres. Et ce décalage sert à articuler les unités de soins. Chaque aile, l'aile ouest et l'aile est, contiennent à partir de noyaux de distribution des unités de soins différents. Comme vous avez noté lors de la maquette, mais aussi dans les plans que j'ai projetés, il y a un troisième décalage, c'est-à-dire un deuxième décalage, que c'est le bâtiment des infirmières qui servait comme bâtiment écran, hein, pour ça, mais aussi avec une fonction différente.
Donc c'est une volonté exprès de Nelson d'articuler ces 2 volumes et aussi de montrer la dimension des unités de soins, qui fait partie des raisonnements, encore une fois, des standards. Voilà, il y avait 12 chambres pour chaque unité de soins, donc un temps de parcours, un temps de travail pour les infirmières de chaque unité de soins. Ça, c'est une volonté exprès. Je voulais profiter pour revenir sur la question de la polychromie. Pourquoi disparaît? Alors, il ne faut pas croire que dans l'histoire de l'architecture, on a vu ces 3 bâtiments, ils ont eu tous les 3 une réception exceptionnelle. Hein. Les revues en parlent, l'inauguration de Saint-Lô, il s'attendait quelques centaines de personnes. Il y a 20 000 personnes qui arrivent le jour de l'inauguration à Saint-Lô de l'hôpital. Donc la réception de Saint-Lô, mais aussi de Reims et de Beaujon, c'est exceptionnel, sous la presse, etc. Donc pendant des années, tous ces 3 exemples ont une réception magnifique au niveau local, national et international. Mais l'histoire n'est pas comme ça. L'histoire fait un peu comme ça et comme ça. Notamment, à la fin des années 70, dans les années 80, sous les revues d'architecture et dans le débat architectural, si on utilise le mot fonction, vous êtes attaqué. C'est pas un mot utilisé, voire c'est une insulte. Dire à quelqu'un fonctionnaliste, mais il y a des articles violents, même vis-à-vis de Paul Nelson, dans les revues, dans les années 80, fin des années 70. La même destinée pour Les Corbusier. Hein. L'unité d'habitation, c'est défendu par Malraux, c'est considéré une grande réalisation, et puis, dans les années 70-80, c'est considéré quelque chose d'épouvantable. Donc, il faut suivre un peu, chaque génération, si vous voulez, écrit l'histoire, réécrit l'histoire, a des réceptions différentes, et donc la destinée de bâtiments comme celle de Saint-Lô, ça a été un peu comme ça. C'est-à-dire que, même je l'évoquais rapidement, son classement arrive très tardivement, 2008. Il y a une résistance formidable du conseil d'administration, de la direction de l'époque, qui ne veut pas qu'il soit classé. Donc, il ne veut pas qu'il soit reconnu certaines qualités de ce bâtiment. Donc, il faut introduire, pour comprendre ce phénomène, pourquoi on efface, pourquoi on détruit, pourquoi on change, pourquoi on enlève des qualités à un bâtiment, cet regard qui change de génération en génération, vis-à-vis d'une exigence, elle a dit Lila Bono, et c'est l'élément essentiel, une exigence de bâtiments qui doivent évoluer, parfois dans une façon extrêmement rapide. Il arrive un financement d'1,5 million du ministère, il faut le dépenser tout de suite parce que sinon il est perdu. Et les services techniques, ils réagissent à cette, disons, input financière de manière assez rapide. Donc il y a 2 particularités dans l'étude de ces objets. La première, que les transformations sont hyper rapides, parfois répondent à des objectifs très particuliers et pas une vision générale. L'autre chose, c'est que les archives, pour reconstruire ces transformations, c'est très difficile parce que les services techniques des hôpitaux, ils n'ont pas vocation à ordonner, à garder mémoire de tout ça. Et donc, on arrive parfois à des aberrations. Heureusement, dans tous les 3 exemples, maintenant, l'histoire fait comme ça. On reconnaît les valeurs. Il y a un travail, et ça c'est formidable, c'est important, ce qu'il montre aussi Elena Zilli et Tommaso, c'est intérêt sur des projets de transformation, c'est extrêmement intéressant, mais tout le travail des historiens, des architectes, etc., pour reconnaître, et des autorités, évidemment, des actuelles directions des 3 hôpitaux, vont dans la direction de faire émerger ces valeurs et donc revisiter, reprendre ce chemin de l'histoire de l'architecture et de ses qualités.